Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire consacré à la guerre froide. La semaine dernière, nous avons évoqué un thème qui a pu étonner. Peut-on réduire la guerre froide à un conflit idéologique entre deux blocs? Nous avons répondu à cette question avec le professeur Georges-Henri Soutou et cette semaine, nous allons répondre à une autre question qui peut paraître aussi un tantinet provocante. La France a-t-elle bénéficié de la guerre froide? Avant de comprendre si la France a bénéficié de la guerre froide, il s'agit de comprendre quelle fut sa politique tout au long de ces décennies. C'est ce que nous allons voir avec Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou, bonjour. Bonjour Christophe Descaisses. Merci d'avoir répondu de nouveau à notre invitation. Vous êtes un grand spécialiste de la guerre froide, professeur émérite de Paris 4 Sorbonne, membre de l'Institut. Vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques et vous venez de publier un livre au titre évocateur, La guerre froide de la France, parce que la France, c'est ce que nous avons vu lors de l'émission précédente, avait bien sa propre guerre froide et sa propre vision. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc la guerre froide de la France 1941-1990, paru aux éditions Talendier. Georges-Henri Soutou, je m'engage directement dans le sujet. Peut-on parler à propos de la France d'une vision cohérente concernant la nature de l'URSS, d'une politique extérieure cohérente comme il y eut aux États-Unis, la doctrine que nous avons évoquée la semaine passée, la doctrine Kennan, George Kennan, créateur du concept de containment qui visait à endiguer l'expansionnisme soviétique? Non, il y a peut-être une évolution dans la question que vous posez. On ne peut pas répondre de façon aussi simple, mais on peut arriver progressivement à une sorte de vulgate qui s'est établie, je pense, clairement à partir des années 60. Dans un premier temps, les responsables français qui s'intéressent à ces questions, il ne faut pas penser que ce soit un groupe extrêmement important. Enfin, ce sont ceux qui sont en charge des affaires et qui élaborent cette politique extérieure, arrivent entre 1945 et 1950 à peu près à l'équivalent de la doctrine Kennan, à peu près. Bon. Mais dès le début des années 1950, une fois passé le plus grand danger, et en particulier après la mort de Staline en 1953, on commence à estimer, c'est très net dans les discours, les ouvrages, les documents diplomatiques de toute nature, à partir de 1953, qui est là, est un tournant, que deux phénomènes vont, une fois Staline mort, prendre de plus en plus d'importance. D'une part, un retour de l'Union soviétique aux intérêts géopolitiques traditionnels de la Russie. Après une aventure révolutionnaire, on reviendrait à quelque chose de plus classique sur le plan de la politique internationale. On a évidemment en tête l'exemple français, où après la période révolutionnaire initiale, on a eu quelqu'un de plus rationnel, mais qui était tout à fait impérialiste, c'est Napoléon, deuxième stade. Et puis, après Napoléon, on a progressivement établi une république, disons, assagie et en gros pacifique. Bon, on voit, du point de vue politique et idéologique, à peu près les mêmes perspectives d'évolution pour l'Union soviétique. Il y a eu la révolution léninienne, il y a eu la période stalinienne qui a rétabli la discipline après les désordres des premières années, et puis après la mort de Staline, on va avoir un assagissement progressif, une atténuation du régime, une évolution vers la normalité. Alors cette théorie, elle est implicite, elle est parfois prise des tournures et des noms plus savants comme la théorie de la convergence entre les systèmes de l'Est et de l'Ouest, mais vraiment à partir du milieu des années 50, cette idée que le régime soviétique forcément évoluerait dans un sens plus acceptable, elle est majoritaire.
D'autre part, et les deux sont peut-être liés, même si c'est pas la même chose, à partir également de 1953, on peut le démontrer, l'idée sur laquelle l'Union soviétique, mais aussi les autres démocraties populaires, après une période d'excitation révolutionnaire, reviendraient à leurs intérêts nationaux fondamentaux et à peu près permanents, cette idée-là aussi est extrêmement présente, beaucoup plus qu'aux États-Unis où elle n'a jamais été totalement acceptée, ou même qu'en Angleterre où elle a été plus acceptée qu'aux États-Unis, mais évidemment moins qu'en France. Alors, à partir du moment où le responsable français estime que le régime soviétique, de toute façon, a jeté sa gourme et ira progressivement en s'affadissant, ou en se réformant, mais enfin en posant moins de problèmes de ce point de vue-là. Et à partir du moment où vous pensez que l'Union soviétique va redevenir plutôt, sur le plan international en tout cas, proche de la Russie de toujours que de l'Union soviétique bolchevique, et de même pour les démocraties populaires, alors là on retombe, ou on peut retrouver des schémas classiques de la politique française, adaptés à la situation évidemment de l'époque, c'est-à-dire la guerre froide, la division Est-Ouest, et qu'on peut appeler la double sécurité. Je vais m'expliquer en une seconde, qu'on peut également appeler une géopolitique à la française, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que la double sécurité? C'est la sécurité face à l'Allemagne, qui, pendant toute la période, même s'il n'est plus considéré comme un danger ou comme une menace, à partir des années 60, c'est plus ça, elle est considérée comme un rival qu'il faudrait quand même pas laisser prendre la tête en Europe. Bon. Et que surtout, il ne faudrait pas réunifier. Parce que, avec une république fédérale telle qu'elle s'est établie en 1949, la France peut jouer un jeu égal. Avec une Allemagne qui serait réunifiée, ça paraît beaucoup plus difficile. Donc, on a intérêt au maintien de la division de l'Allemagne. On ne le dit pas trop, mais enfin, on ne s'en cache pas trop non plus. Et si ce n'est plus exactement la sécurité face à un danger allemand type 1914 ou 1939, c'est une sécurité face à une perspective de réunification allemande et ensuite de prépotence allemande en Europe, de leadership allemand en Europe. Ça, c'est la première sécurité. Mais en même temps, on est parfaitement conscient qu'il faut deuxième sécurité face à l'Union soviétique, qui est quand même très puissante, agressive, hostile, qui a une considérable force militaire à sa disposition, on est parfaitement conscient, qui nous cherche noises un peu partout dans le monde, en Afrique, après l'Asie, etc. Et ça, c'est très clair, en tout cas jusqu'au milieu des années 1960. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, ce thème progressivement, il ne disparaîtra jamais totalement, mais progressivement, il deviendra moins important. Bon. À partir de ce moment-là, il faut établir malgré tout une deuxième sécurité ou un deuxième axe de sécurité face à l'Union soviétique. On y arrive grâce à quoi? Grâce à l'Alliance Atlantique, bien entendu, mais en même temps donc aux États-Unis, mais en même temps grâce à la participation de l'Allemagne occidentale, à l'Alliance Atlantique. Donc, on a un système qui est parfaitement cohérent, qu'on ne publie pas son de trompe, c'est évident dans les textes quand on lit bien. Grâce à l'Union soviétique, on peut maintenir l'Allemagne divisée, parce que c'est grâce à l'Union soviétique que l'Allemagne est divisée finalement. Donc ça c'est parfait. Et en même temps, l'Allemagne de l'Ouest, faisant partie de l'Alliance Atlantique, nous aide à rééquilibrer l'Union soviétique pour que celle-ci ne devienne pas prépotente. Donc pour la France, puissance moyenne en Europe, cette double sécurité, c'est parfait, c'est ce qu'on peut appeler une géopolitique à la française. Une géopolitique traditionnelle. Qui rejoint certains, c'est évident, placés à l'ouest de l'Europe, ayant des problèmes avec le centre de l'Europe, la France a toujours cherché des alliés de revers. Alors sous François Ier, c'est le Grand Turc. À partir déjà de la monarchie du XVIIIe siècle, c'est souvent la Russie. Ensuite, il y a des hauts et des bas. Bon, Napoléon, après avoir essayé de s'entendre avec la Russie, lui a fait la guerre. Napoléon III a commencé par faire la guerre à la Russie en Crimée en 1854-1856. Ce qu'on sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que dès la fin de la guerre de Crimée, il a essayé de se rapprocher de Moscou, qui est encore, pardonnez-moi, Saint-Pétersbourg à l'époque, pour se rapprocher de la Russie. La Troisième République, elle, a réussi ce rapprochement avec l'alliance
franco-russe de 1893, qui a été renouvelé sous d'autres formes en 1935, qui a été renouvelé par le général de Gaulle en 1944, et toujours dans la même idée, pour prendre l'Allemagne à revers, en quelque sorte. Bon. Et ça, même si on n'est plus dans une situation aussi dramatique, comme idée géopolitique centrale, ça reste. Donc, d'un côté, l'Union soviétique ex-Russie pour l'alliance de revers face à l'Allemagne, et de l'autre côté, l'Alliance Atlantique, la construction européenne, l'entente avec la République fédérale, le traité de l'Élysée avec 1963, pour constituer en Europe occidentale un bloc qui peut calmer l'Union soviétique. Ça peut paraître totalement aujourd'hui fou, il faut quand même rappeler que très probablement au moment du traité de l'Élysée de 1963, le potentiel industriel combiné de la République fédérale et de la France est très probablement supérieur à l'Union soviétique. Donc, ce ne sont pas des notions totalement folles. Bon. Comment appréhender l'URSS? Comment l'appareil diplomatique français a appréhendé l'Union soviétique? Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre introduction. Avec l'Allemagne de Hitler, le problème était de prendre au sérieux ce que l'on voyait et entendait, qui était totalement en dehors de l'univers de pensée des responsables français. Avec l'URSS, il ne fallait surtout pas croire ce que l'on voyait et entendait. Il y a une sorte de science que vous décrivez, qui est la soviétologie. Qu'est-ce que la soviétologie, Georges? C'est justement, c'est le voir au-delà. Quand vous alliez, français à l'Union soviétique, il était évidemment fort bien reçu. On lui montrait les villages Potemkin. On lui montrait différentes choses. On lui montrait des usines modèles. Il y en avait une qu'on a visitée, ou deux. Bon, un centre de recherche, je les ai visités moi aussi. C'était très bien. Je vous assure, quand on visitait un centre de recherche nucléaire soviétique en 1957, on rigolait pas. C'était sérieux. Hein. Bon, on avance. On vous faisait visiter une ferme modèle. Une visite rapide qui ne vous indiquait nullement les problèmes éventuels qu'il pouvait y avoir par derrière. Et puis, les auteurs français classiques étaient diffusés en traduction peut-être, mais vous circuliez dans le métro à Moscou. C'est comme le RER à Paris, les trajets sont très longs, les gens avaient des livres, mais souvent, vous voyez des gens en train de lire des classiques français, Balzac, Victor Hugo, bon, traduits bien sûr, mais il y a des classiques. Donc vous aviez l'impression d'un pays ouvert à la culture française. Quant au discours officiel soviétique, il s'agissait bien entendu de paix, de progrès. Un Français habitué au discours jacobin traditionnel ne se sentait pas forcément dépaysé. Là, il fallait voir ce que signifiait le discours de paix en réalité, n'est-ce pas? Mais le discours lui-même, il était, comme vous dites, il fallait voir au-delà du discours. Il y a aussi un vent d'optimisme. Alain Besançon évoque très bien ça. Oui, il a tout à fait. Après la mort de Staline. C'était d'abord il y a ça, et puis ensuite il y a une sorte de besoin. Là, ça je l'ai vécu. Il fallait croire qu'un jour ce serait bien, ce qu'on a besoin d'un salut. 4e République, voire la 5e, ne paraissait pas être des nourritures spirituelles très puissantes. Bon, la religion catholique n'avait peut-être pas le rôle qu'elle a joué dans le passé. Non, il fallait une sorte de religion substitution. Alors ça a été l'Union soviétique. Après 1968, là l'image s'éternise, ça change la dernière période. C'est soit Mao Tse-tung, soit Cuba, soit les deux. Mais au printemps de Prague, de 1968, l'Union soviétique est quand même celle qui nourrit le plus les espoirs d'une vie meilleure. Dans une partie de la population, bien entendu, pas toute la population, évidemment. Mais quand on a été étudiant à la Sorbonne, dans les années 60, ce qui était mon cas, en histoire et géographie, vous aviez les enthousiastes, parmi nos enseignants, les enthousiastes. Vous aviez ceux qui étaient dans la position que je vous ai décrite tout à l'heure. Bon, ça ne durera pas, ils vont jeter leur gourme, on va revenir à quelque chose de plus classique, où nous pourrons jouer notre intérêt national traditionnel.
Et puis il y avait ceux qui pensaient que de toute façon les systèmes allaient converger, qu'on pourrait arriver à une sorte de société qui ne serait plus communiste, plus capitaliste, pas communiste mais plus capitaliste non plus, n'est-ce pas ? Et ce sentiment est prégnant dans l'appareil politique qui travaille avec l'URSS ? L'appareil politique, là il faudrait distinguer les hommes, il y en a eu qui étaient plus ou moins clairement, mais exactement sur ces bases. Les anticommunistes fondamentaux, c'est-à-dire pas simplement par intérêt de classe, mais construits intellectuellement pour des raisons politiques, morales, philosophiques, ils existent, ils sont assez peu nombreux finalement, quelle que soit d'ailleurs la République, 4e ou 5e. Chez les diplomates, c'est très intéressant. Vous avez une évolution qui se dessine très clairement sur ce plan-là, à partir du milieu des années 60. La perception du régime communiste soviétique comme absolument incompatible, absolument incompatible, quelles que soient ces réformes possibles, etc., disparaît en faveur des deux théories qui peuvent très bien d'ailleurs se combiner, celle de la convergence progressive des systèmes. De toute façon, tout ça va évoluer dans une sorte de moyen terme et de compromis. Et d'autre part, la notion d'un intérêt français. De toute façon, les Américains, nous avons intérêt à nous entendre directement avec Moscou sans trop nous occuper de ce que dit Washington. Ça domine à partir de 1964-65 au Quai d'Orsay. C'est pas tout le monde, mais ça devient l'opinion dominante. Alors on sait que la France possède la dissuasion nucléaire. Est-ce que ça en fait parce que la perception des gens sur la guerre froide, c'est qu'effectivement il y a ces deux blocs. Nous avons répondu à cette logique lors de la précédente émission. Est-ce que on peut dire, du fait de cette politique extérieure française, que la France avait un rôle important en dépit du fait qu'elle ait été une puissance secondaire, du fait précisément et entre autres de la dissuasion nucléaire? Alors, il est évident que cette situation de ne pas être en première ligne. Si on avait été en première ligne comme l'Allemagne, on aurait eu les coulées moins franches. Les grandes conférences de presse du général, ils se comprennent, même au moment des grandes crises, Berlin, Cuba, etc., parce que nous ne sommes pas en première ligne. Le chancelier Adenauer, il n'avait pas la même façon de voir les choses, il ne pouvait pas se permettre, parce qu'il n'avait aucun recul possible. En 48 heures, l'armée rouge pouvait s'emparer de Hambourg, vous comprenez, en cas de crise. C'est ça la réalité. Et il était évidemment, pour la politique française, très utile d'être en retrait. D'autre part, les jeux d'opposition complexes entre les États-Unis et l'Union soviétique, l'Allemagne qui est longtemps en but aux pires attaques venant de Moscou, qui en même temps est fait encore l'objet de craintes dans certains pays occidentaux, qui sont dans une situation délicate pendant longtemps. Tout ça crée une sorte de zone comme lorsque, au moment de grands orages, grandes tempêtes, vous avez des réseaux de vagues qui se croisent en mer, et tout d'un coup vous avez une zone relativement calme, parce que les différents systèmes de grandes vagues, de grandes houles s'annulent. C'est pas une zone de calme. Les navigateurs connaissent ça. De même pour les vents. Enfin, ça marche aussi pour les vents. Et dans cette zone, derrière le môle constitué par l'Alliance Atlantique, dans une sorte de rade protégée de l'extérieur, la France peut manœuvrer. Et elle manœuvre. Et là, l'arme nucléaire lui sert à ça. Parce que le général de Gaulle et ses successeurs ont fait un usage extraordinaire de l'arme nucléaire. Je vous rappelle que le général de Gaulle parle de l'arme nucléaire comme si c'était une réalité présente, alors que le premier escadron entre en service en octobre 1964 avec 4 avions et 4 bombes. Et que l'armement thermonucléaire français, il devient vraiment efficace et, à mon avis, dissuasif pour les soviétiques, qui avaient une conception un peu différente de la dissuasion que les occidentaux. Mais les soviétiques nous ont pris vraiment au sérieux à partir de la deuxième moitié des années 70.
On le sait parce qu'à ce moment-là, ils ont multiplié les opérations de pénétration, d'espionnage, de prise de contrôle électronique. Enfin bon, là, on a commencé à leur poser un vrai problème, mais uniquement à partir du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Donc beaucoup plus tard qu'on ne le croit d'habitude. Mais tout le monde prenait notre arme nucléaire au sérieux. C'était un argument pour la position de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, pour réclamer notre indépendance au sein de l'Alliance Atlantique, parce que l'arme nucléaire ne se partage pas, etc. On a tiré de l'investissement qui a été fait, qui a été considérable, mais qui ne pouvait pas être techniquement tout de suite efficace, bien entendu. On en a tiré les effets maximaux, parce qu'on était dans cette situation d'équilibre. De même, dans une cathédrale, les ogives se supportent mutuellement, et vous avez un grand creux dans le transept où vous pouvez vous agenouiller et prier, mais uniquement parce que le toit tient au-dessus de vous, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce que j'essaie d'expliquer. J'avais dans un article à l'époque du président Pompidou écrit politique française dans ce domaine. C'est une manœuvre en rade. Manœuvre en rade, plus facile de manœuvrer en rade que de manœuvrer en haute mer. Voilà. Est-ce que du coup, on peut parler de sorte de confort de la position française? Ah ben écoutez, d'une certaine façon, elle est confortable parce que elle bénéficie de la sécurité américaine. On sait très bien que c'est le rempart, qui est puissant. On a en même temps avec Moscou des rapports qui, à partir des années 60, deviennent acceptables, même profitables. On fait des affaires, des échanges, enfin, on vend des procédés, on importe des choses. Vous évoquez la convergence des systèmes économiques. Et puis, même sans aller jusque-là, même au jour le jour, on peut dire, il y a des moments de tension. Enfin, fondamentalement, on fait des affaires, c'est pas bon. Et puis surtout, on valorise notre propre rôle. Le problème allemand, il paraît réglé grâce à la guerre froide par une division dont tout le monde dit officiellement qu'elle est provisoire, mais dont tout le monde pense en réalité qu'elle est définitive. Et on se console, n'est-ce pas? Et puis ça bouge pas, c'est confortable, ça se répète. Je veux dire d'ailleurs que mes propres séminaires, vous avez dû connaître, à la fin des années 70, au début des années 80, c'était extrêmement confortable. Quand il fallait évoquer la guerre froide ou la politique soviétique, on pouvait reprendre chaque année à peu près le même texte, n'est-ce pas? C'est rien de plus confortable comme position. Ça va aussi pour les diplomates. Même techniquement, quand vous lisez les notes qu'ils rédigent régulièrement sur le problème allemand, etc., ils reprennent les précédentes, puis ils rajoutent peut-être une phrase, et c'est toujours le même texte, les mêmes arguments en tout cas, qui ressort. Et d'autre part, confortable aussi, pas seulement intellectuellement, pas suffisant, mais aussi politiquement, parce que c'est ce qui valorise le plus notre rôle international par rapport à nos moyens. On est obligé de tenir compte de nous, parce qu'après tout, nous sommes non seulement membres du Conseil de sécurité, mais nous avons un secteur à Berlin. Aucune affaire allemande ne peut être réglée entre nous. Les négociations, les grandes négociations de désarmement, nous n'y participons pas. Mais on se donne le luxe de ne pas y participer en disant oui, nous ne sommes pas forcés d'y participer. Alors que tous les autres pays occidentaux, même s'ils ne sont pas très enthousiastes, sont obligés de participer à ça, n'est-ce pas? Mais nous avons notre position spécifique, toujours parfaitement expliquée, de façon parfaitement rationnelle, au moins en apparence, parce que comment penser que lorsque l'on discuterait des armes nucléaires entre Américains et Soviétiques, personne ne dirait, mais enfin attention, il y a 6 sous-marins nucléaires français, avec chacun 16 fusées et ogives, enfin, on ne peut pas en tenir compte malgré tout. Moi, c'est ce que disent les soviétiques, d'ailleurs, on échappe à peu près à ça. C'est pour ça que c'est une position relativement confortable, d'autant plus que elle paraît devoir durer. Quand on disait, au début des années 80, enfin, ça va pas durer comme ça toujours. Les gens disaient, oui, bon, enfin, bien, bon, c'est que les choses évoluent en Roumanie, ça reste quand même limité comme conséquence. Le seul point vraiment crucial, c'est l'Allemagne. Or ça, il est certain que l'Union soviétique ne laissera jamais partir l'Allemagne de l'Est, c'est justement pour être trop important. Or, justement, la guerre froide s'est terminée là. Le jour où les Allemands de l'Est, en tout cas, en ont eu assez, l'Union soviétique n'a pas réagi. Alors, bon, du coup, est-ce que, par voie de conséquence, on peut dire que la France a bénéficié de la guerre froide
Et l'a-t-elle gagné au fond à sa façon, tout en prenant en compte précisément le fait que la réunification allemande va être une mauvaise surprise pour la France, au premier chef François Mitterrand, qui ne va pas s'en satisfaire. Alors la France a bénéficié de la guerre froide tant qu'elle a duré. Mais encore que, oui, elle a bénéficié de la guerre froide parce que même les affaires coloniales, qui ont été dramatiques, enfin bon, elle a quand même bénéficié de l'aide américaine dans le cas de l'Indochine, pas dans le cas d'Algérie, mais enfin, disons d'une prudence, contrairement à ce qu'on dit. Dans le cas de la guerre d'Algérie, contrairement à la thèse habituelle, Washington a été prudent. Ils ont évité de nous casser les pieds, si vous me passez l'expression, autant qu'on l'a dit à l'époque, ou que l'opinion publique parfois ne l'aurait souhaité. Mais ils ont été, dans l'ensemble, je dirais, corrects. Bon, à notre égard. Hein, bon, même s'ils estimaient que, de toute façon, un jour ou l'autre, nous devrions quitter l'Afrique du Nord. Mais on peut évidemment se demander s'il était utile de pouvoir ainsi prolonger nos efforts grâce à l'utilisation des schémas de la guerre froide, ou s'il n'aurait pas mieux valu trouver une solution plus tôt pour mettre un terme plus tôt à tout ça. Mais ça, c'est une décision dans laquelle je n'entre pas, parce que c'est imaginer des choses qui ne se sont pas produites. De fait, les responsables français à l'époque, quand ils avaient sur les bras la guerre d'Indochine, eh bien, sans l'appui américain, ils ont eu matériel et financier, c'était pas possible. Comme ils voulaient, sinon se maintenir indéfiniment, du moins négocier une solution en position de force, c'était pour eux un bénéfice, c'est ce que je vous dis. Bien. Donc, je pense que la guerre froide a été... bon, il y a toujours un petit côté... Bon, enfin, je maintiens, la France a été une bénéficiaire de la guerre froide, parce que son rôle international, après la défaite de 1940, et malgré son redressement sur bien des domaines, s'il n'y avait pas eu la guerre froide, n'aurait certainement pas rejoint le niveau qu'elle a joué, qu'elle continue à jouer encore maintenant, n'est-ce pas? Bon, elle aurait eu un destin ressemblant davantage, à mon avis, sur le plan international, à la suite de l'Italie. À mon avis. Bon. C'est pour ça que je maintiens, la France a bénéficié de la guerre froide, avec, bien sûr, comme toujours, c'est un peu comme Grano Salis, enfin, ça va bien. Évidemment. Mais la France a bénéficié de la guerre froide. Si vous prenez les mêmes événements en notant le facteur guerre froide, du point de vue de la politique extérieure française, je pense que ça serait plus mal tiré dans tous les cas, tous les niveaux. Alors, nos cours d'histoire se terminent toujours par un éclairage sur l'actualité. Est-ce que la politique française pendant la guerre froide doit nous servir de leçon pour notre politique russe aujourd'hui? Alors ça, c'est une excellente question parce que, bon, une question particulière qui renvoie à une question plus générale. Est-ce que nous vivons actuellement un remake de la guerre froide? D'une certaine façon, je préférerais que ce soit une nouvelle guerre froide, parce qu'à l'époque de la guerre froide, la direction soviétique avait un projet idéologique scientifique, bien entendu, scientifique. Donc, à la limite, elle ne faisait rien, les choses se passeraient toutes seules. La victoire du communisme était scientifiquement certaine. Donc, ils avaient le temps. Monsieur Poutine ne réagit pas en fonction d'une doctrine scientifiquement établie, mais de considérations géopolitiques plus classiques, plus traditionnelles. Je pense qu'il éprouve des inquiétudes bien réelles et pas feintes. Et en dehors de ça, justifié ou pas, c'est autre chose, hein, mais subjectivement, je pense que c'est sûr. Et en dehors de ça, c'est un homme pressé, parce qu'il n'a pas cette certitude scientifique. Il a la conscience que s'il ne réagit pas, et la Russie ne réagit pas très vigoureusement, les évolutions en cours, y compris sur le plan démographique, sur le plan des rapports avec la Chine, sur le plan des rapports avec l'Asie centrale, ne peuvent aller qu'en s'aggravant. D'où la nécessité de renverser le cours des choses, qui est assez embauché, que là on retrouve quand même une formation initiale activiste, mais à court terme. C'est ça le danger. On a eu souvent des crises avec l'Union soviétique. Et bon, elle pouvait devenir, mais à un moment donné, ça se dépassait jamais un certain niveau, malgré les rodomontades et les menaces. Ensuite commençait une période de négociation qui tournait rond pendant des mois.
Et puis un jour, sous-secrétaire d'ambassade dans une capitale quelconque, allait trouver un partenaire occidental et il disait, est-ce que vous avez remarqué que dans notre dernière note, il y a une virgule qui a changé de place? Alors, en général, les occidentaux n'avaient pas vu que la virgule avait changé de place. C'est important, vous savez, ce changement de place de telle virgule au point de virgule, c'est important. Et ça, c'était le signal qu'on pouvait commencer à négocier, trouver un accord, comme il y en a eu, finalement, pas mal avec les soviétiques, peut-être provisoire, avec des arrière-pensées, tout ce que vous voulez, mais quand même des accords. Avec M. Poutine, je dis pas que ce soit impossible, mais c'est plus difficile. Ça, c'est une première réponse générale à votre question. Du point de vue français, la leçon à tirer, c'est la nécessité d'une analyse toujours extrêmement précise de la situation, selon des critères qui ne peuvent plus être exactement ceux de la guerre froide, parce que l'idéologie ne joue plus le même rôle, ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs pas non plus aux États-Unis finalement. C'est une analyse qui doit porter, du point de vue de toujours la politique extérieure, je ne fais pas de la morale, je fais quelque chose de plus pratique, qui doit porter sur les systèmes de pouvoir. C'est-à-dire comment fonctionne le pouvoir en Union soviétique, qui commande en fonction de quels critères, de quelle image du monde extérieur, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour contrecarrer, soit pour influencer, soit éventuellement pour établir le dialogue. Ça vaut de l'Ukraine à la Syrie, si vous voulez, n'est-ce pas? D'une façon, comment dirais-je, peut-être plus modeste. Kennan serait moins à l'aise face à M. Poutine qu'il l'était face à Staline sur le plan intellectuel, j'entends bien, n'est-ce pas? C'est différent, le problème est différent. Donc il faut une attitude d'analyse constante, prudente, et sans oublier que les Russes cherchent, bien entendu, c'est normal d'ailleurs, mais bon, à diviser en face d'eux. Donc, il faut bien voir qu'actuellement, quand on lit l'Alliance Atlantique, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une décision grave est prise par une décision unanime du Conseil de l'Atlantique Nord. Cette unanimité, s'agissant de la Russie, est désormais impossible, parce que trop de pays du pacte atlantique sont tellement influencés, ou certains de leurs dirigeants sont tellement influencés par Moscou, qu'ils risquent fort de se désolidariser. Ça, c'est un très sérieux problème. Il n'existait pas à ce point-là, en tout cas à l'époque de la guerre froide. Nous devons toujours avoir en tête. Et sur le plan intérieur, bien comprendre que ce qui reste de l'ancien système, c'est la manipulation qui existait, bien entendu, forcément dans le système soviétique, mais sans, malgré tout, cette espèce d'ensemble de vues fausses mais sincères, si vous voulez, de convictions. Khrouchtchev avait des convictions, bon, peut-être fausses, folles, méprisables, tout ce que vous voulez, il avait des convictions, ce qui n'empêchait pas de les manipuler. Maintenant, vous avez la manipulation sans conviction, alors d'une vision très traditionnelle d'un intérêt national, finalement, à assez court terme. En tout cas, ce sont des critères très difficiles à concilier avec ceux des autres pays dans le système international tel qu'il est. Et là, il faut bien avoir conscience de cela et ne pas se laisser avoir. Bon, je prends un exemple, par exemple. Bon, on peut être contre le mariage pour tous. Yes, très bien. On peut être pour, on peut être contre. Mais c'est pas parce que la Russie actuelle professe son opposition au mariage pour tous, il faut automatiquement se dire, M. Poutine est un allié, des gens qui pourront, un allié sincère, profond, véritable, fiable, pour ceux qui s'opposent pour des raisons morales, religieuses, vous voulez, au mariage pour tous. C'est sur deux plans différents. J'attire l'attention parce qu'il y a une sorte de confusion qui se fait, comme disait Joseph Lemestre, j'attends le Saint-Esprit et les Cosaques, ou les Cosaques et le Saint-Esprit, je ne sais plus dans lequel. Alors certains attendent en ce moment les Cosaques et le Saint-Esprit. Ça, c'est une pure auto-illusion. Ce sont deux plans totalement différents, même si à titre personnel, je suis pas favorable au mariage pour tous, ça me regarde. De toute façon, il est tout à fait illusoire de penser que on pourra s'appuyer sérieusement
sur Moscou à cause d'arguments de ce genre. Ça c'est faux. Éventuellement, je comprendrais qu'un Français hostile au mariage pour tous, pour tout, le président Trump est très traditionnel dans ce genre de questions. Vous pouvez vérifier, admettons de seconde. Non, après tout, moi j'aime bien le président Trump. Il a une certaine cohérence. Mais Poutine, non. Ça sont des manipulations. Et il faut être là-dessus, avoir les yeux ouverts. Quoi qu'on pense et quoi qu'on décide, on peut parfaitement décider qu'on doit s'entendre avec la Russie pour éviter des évolutions pires que les évolutions actuelles. Ce langage, je suis parfaitement compris. Il faut l'être. Il faut en être convaincu, peut-être, mais sans illusion. J'insiste là-dessus, n'est-ce pas? Alors, il y avait l'hérisme révolutionnaire et l'illusion révolutionnaire à l'époque soviétique. Maintenant, c'est différent. C'est une autre forme d'illusion, mais il y a toujours ce danger d'illusion. Eh bien, c'est sur la fuite de ces illusions que nous allons nous quitter. Georges-Henri Soutou, merci beaucoup d'être revenu au micro de Storia Voce. Je renvoie nos auditeurs qui ne savent pas que nous avons enregistré une première émission sur le sujet, qu'ils peuvent retrouver donc dans notre médiathèque, une émission consacrée au thème « Peut-on réduire la guerre froide à un conflit idéologique entre deux blocs ?» Je rappelle les références de votre ouvrage « La guerre froide de la France, 1941-1990, un ouvrage paru chez Talendier. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire qui sera, lui, consacré à une autre guerre, à une autre époque, les guerres de religion. Merci et à très bientôt.